Cette vidéo est faite pour aider à lire de manière efficace et reproductible les articles scientifiques de chirurgie orthopédique. Et pour ce faire, nous allons donc partir de cet article publié en 2021 dans le JSES. Et donc en premier lieu, il est important de vérifier l'impact factor de la revue. Donc ici, il est de 3,3, ça a été publié dans le JSES, qui est le journal de référence pour la chirurgie de l'épaule et du coude. Et bien que ce soit pas une règle, il est reconnu que les revues sont d'autant plus exigeantes que l'impact factor est élevé. Attention, c'est absolument pas une garantie. Et on peut tous citer d'excellents papiers qui ont été publiés dans des revues à plus faible impact factor. Et ensuite, vous devez regarder la liste des auteurs. Donc le premier auteur est souvent un fellow qui a recueilli les données et écrit le papier original, alors que le dernier auteur est souvent le garant du niveau d'expertise de l'article. Et c'est ce dernier qui, la plupart du temps, a fourni l'idée principale et reviewé le papier définitif avant soumission. En l'occurrence ici, il s'agit du professeur Denise Zegendal, qui est une chirurgienne du coude hollandaise, reconnue dans le monde entier. Mais si vous ne connaissez pas l'auteur, alors vous devez aller sur PubMed et vérifier les travaux de ce dernier. Et pour ce qui est de Denise Zegendal, ça ne fait aucun doute qu'elle a une expertise qui est considérable. Et pour terminer sur cette première page, sous l'abstract, vous aurez le niveau d'évidence scientifique de l'article qui va quantifier la robustesse de l'étude selon la méthodologie qui a été utilisée. Et cela va des avis d'experts jusqu'au essai contrôlé randomisé. Dans ce papier, c'est un level 2, c'est un niveau très élevé d'évidence. Le niveau 1 étant réservé aux méta-analyses d'essais contrôlés randomisés. Donc rien qu'en jetant un coup d'œil à la première page, vous avez déjà une petite idée du niveau de l'article. Ça permet de faire un premier tamisage en fait. Mais il ne faut absolument jamais s'arrêter à la première page, et notamment à l'abstract. Ça reviendrait à acheter une maison sans l'avoir visitée. Ainsi, quelle que soit l'étude ou le journal, l'article commencera toujours par une introduction qui est construite classiquement de 4 paragraphes. À savoir le paragraphe d'épidémiologie, pour dire qu'il s'agit d'une pathologie fréquente ou rare, simple ou complexe, puis d'un deuxième paragraphe qui correspond à un état des lieux où l'on retrouve un résumé des connaissances sur le sujet, et enfin un troisième paragraphe où les auteurs vont relever une problématique à laquelle la littérature n'apporte pas de réponse satisfaisante. Ils mentionneront alors, le plus souvent, une absence de consensus ou des études de qualité insuffisantes. Et pour ce qui est des articles qui sont consacrés aux résultats d'une nouvelle technique chirurgicale ou d'un nouveau traitement, les auteurs vont alors suggérer dans cette partie que cette technique peut être une alternative à ce qui existe déjà et qui a donc été rapporté dans le paragraphe précédent. Et enfin, la dernière partie de l'introduction, qui est de loin la plus importante, où les auteurs vont fournir les objectifs de l'étude. Et donc, si vous avez déjà une expertise du sujet traité, seule la lecture des 2 derniers paragraphes vous est utile. Ça vous permettra de passer plus rapidement au cœur du papier, qui est la partie matériel et méthode, qui, comme son nom l'indique, commence toujours par le matériel, dont la structure est à peu près la même, quels que soient les articles, avec en premier le type d'étude, le nombre de centres d'inclusion et le caractère pro ou rétrospectif de la collecte de data. Ça permettra de savoir si c'est un essai contrôlé randomisé, une étude cas témoin, une étude monocentrique, multicentrique, etc. C'est un court paragraphe, mais qui exige une certaine finesse d'interprétation. Parce que par exemple, une étude rétrospective monocentrique sur une problématique rare va avoir une période d'inclusion qui va être très importante. Ceci engendrera donc des écarts de durée de suivi très importants entre les patients inclus au début de l'étude et ceux inclus à la fin de l'étude. Or, si vous évaluez par exemple l'incidence des complications d'un traitement, alors la différence de durée de suivi entre les patients qui ont été inclus au début et les patients qui ont été inclus à la fin pourra être un biais considérable qui devra être pris en compte. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il faut savoir qu'entre ces quelques lignes se cache souvent un grand nombre de biais. Et après ce paragraphe, donc, vous aurez un deuxième paragraphe consacré classiquement aux critères d'inclusion. Puis un troisième consacré aux critères d'exclusion. Et puis classiquement, vous avez ensuite la méthodologie, avec la définition des groupes et le détail sur l'allocation des traitements. Ici, c'est particulièrement développé parce que c'est un essai contrôlé randomisé. Et il peut y avoir également un paragraphe consacré au détail du traitement si l'étude porte sur une nouvelle technique chirurgicale ou des chirurgies qui sont rares ou non standardisées qui vont nécessiter d'être détaillées. Et enfin, les auteurs doivent préciser comment l'outcome a été mesuré, donc avec quelle data, comment et quand elles ont été recueillies. Ici, l'article est particulièrement bien structuré et ça ne sera pas toujours le cas. Parfois, il faut un peu plus aller chercher les informations dans les paragraphes, mais quel que soit l'article, il y aura toujours une partie statistique qui termine la partie matériel et méthode, et malheureusement, cette partie a mauvaise presse. Et de nombreux lecteurs, et je dirais même de nombreux reviewers,
ne lisent pas cette partie. Alors que la partie statistique, c'est le moteur de la voiture. Ne pas lire la partie statistique, c'est signer un chèque en blanc aux auteurs, en fermant les yeux sur la partie de l'article la plus importante, car elle est responsable de beaucoup de biais. Et pourtant, cette partie est structurée presque toujours de la même manière, et sans être statisticien, vous pouvez, en un coup d'œil, vérifier si des règles de base ont été respectées. Et donc dans cette partie, on commence généralement par la méthode de description des datas. Donc pour faire simple, soit c'est des médianes avec des ranges ou des interquartiles, soit c'est des moyennes avec des déviations standards, pour ce qui est des variables quantitatives. Le choix se fera selon la taille de l'effectif. Pour ce qui est des variables qualitatives, c'est quasiment toujours sous la forme de pourcentage. Ici, les auteurs ne l'ont pas mis, mais ils ont utilisé des médianes et des interquartiles car leur effectif était faible. Ensuite, vous aurez quelques phrases sur les analyses univariées. Il faudra uniquement vérifier si le choix des tests paramétriques versus non paramétriques a au moins pris en compte la taille des effectifs. La liste des quelques tests à connaître sont rapportés dans notre vidéo YouTube OrthoLivestream qui est consacrée à la biostatistique. On s'en fait souvent une montagne alors que finalement, c'est toujours les mêmes tests qui sont utilisés dans les articles de chirurgie orthopédique et vous en ferez très vite le tour. Puis ensuite, l'analyse multivariable va succéder à l'analyse univariée. Il y a beaucoup de modèles disponibles, mais les deux principaux sont la régression multivariable linéaire, pour expliquer une variable qui est quantitative, et la régression multivariable logistique, pour expliquer une variable qualitative. Cette partie permettra d'identifier des facteurs de risque et d'évaluer l'influence indépendante d'un traitement en s'ajustant sur les biais potentiels. Par exemple, vous donnez un traitement à un groupe A et à un groupe B. Le groupe A, il se trouve qu'il a des patients qui sont significativement plus âgés que le groupe B, et l'âge pourrait influencer le résultat du traitement. Ça, vous le savez, de par la littérature. Et lorsque vous avez comparé simplement les résultats du traitement entre le groupe A et le groupe B, vous trouverez que le groupe A a un moins bon résultat, mais vous ne savez pas si c'est lié à l'âge ou vraiment au traitement. Quelle est la solution? Eh bien, dans ce cas-là, vous faites une analyse multivariable qui va juger du lien entre le traitement, l'âge et le résultat obtenu. Et ainsi, cette analyse multivariable, par exemple, pourrait vous montrer que l'âge est un facteur de risque indépendant de moins bons résultats, alors que le traitement, en réalité, n'avait pas d'influence. Vous aviez conclu à une influence lors de la comparaison univariée, mais en fait, ce n'était qu'un révélateur indirect de l'effet indépendant de l'âge. Donc par cet exemple, vous comprenez que l'analyse multivariée permet de montrer la réelle influence indépendamment de l'effectif que vous avez. Et enfin, pour les parties statistiques les mieux écrites, les auteurs précisent comment ils ont géré les données manquantes. Parce que c'est très rare, et je dirais même, à mon sens, que ça n'existe pas, des études avec absolument toutes les données disponibles pour chaque patient. Il manque toujours des données, en particulier dans les études rétrospectives, mais aussi dans les études prospectives. Et il y a plusieurs méthodes pour gérer ce manque de données, et ici les auteurs ont utilisé l'imputation simple. Et enfin les auteurs finissent la partie statistique par la p-value qui sera toujours significatif en dessous de 0,05 et le logiciel de statistique utilisé, à savoir un logiciel professionnel ou non. Dans des articles avec un recueil prospectif, comme c'est le cas de l'article de Denise Egendal, les auteurs doivent également rapporter le nombre de patients nécessaires à traiter pour obtenir une puissance statistique de 80%. Et c'est particulièrement important parce que si votre recueil prospectif n'atteint pas le nombre de sujets prévus, alors vous ne franchirez pas le seuil de 80% de puissance. Et la conséquence d'un manque de puissance, c'est qu'en cas d'absence de différence statistique entre les deux groupes, vous ne pourrez pas conclure à l'équivalence entre les deux groupes parce que vous ne saurez pas si c'est une équivalence ou si c'est lié à un manque de puissance statistique pour montrer la différence. Et dans ce papier, les auteurs écrivent qu'ils ne sont pas arrivés à obtenir le nombre nécessaire de patients. En incluant 45 patients alors que le nombre de sujets nécessaires à traiter était de 62 patients, c'est-à-dire 31 patients par groupe, la conséquence directe de ce manque de puissance, c'est que si les auteurs ne retrouvent pas de différence entre les deux groupes, ils n'auront pas la puissance statistique nécessaire pour conclure à l'équivalence entre les deux groupes. Par contre, il faut noter que s'ils trouvent une différence significative, alors cette différence, elle est très certainement majeure, car elle aura été obtenue avec une étude qui manque de puissance. Et ainsi, voilà la structure de votre paragraphe statistique que vous retrouverez dans
tous les articles. Et maintenant que vous avez pris connaissance des forces et des faiblesses de cette étude, vous pouvez aborder sereinement la partie la plus importante du papier, le chapitre résultats. Mais le piège, c'est de se lancer immédiatement dans la lecture du paragraphe. Si vous souhaitez être efficace, il faut directement aller chercher les informations dans les tableaux. Et le premier tableau est souvent celui de la baseline démographique avec quelquefois des données cliniques préopératoires. Dans ce tableau, il faudra regarder la colonne de l'effectif complet pour voir s'il y a des données qui montreraient que l'effectif n'est pas représentatif de la population cible, comme par exemple un taux de tumeur trop important ou un taux de diabétique trop important, etc. Puis, il faut directement passer la colonne des p-values pour vérifier l'absence de différence entre les groupes. L'intérêt de ce tableau est donc de vérifier que l'effectif global est représentatif de notre population cible et que les groupes sont comparables sans différence significative. Si une différence est retrouvée, alors il faudra qu'elle soit prise en compte par les auteurs dans l'analyse multivariable. Et le deuxième tableau concernera les résultats de l'analyse univariée, souvent de l'outcome. À titre personnel, je ne trouve pas vraiment d'intérêt à ces analyses puisqu'elles ne permettent pas d'identifier une influence indépendante. Mais dans ces tableaux, vous pourrez toutefois regarder les résultats dans chaque groupe et les différences significatives dans ces groupes. Il faut le regarder comme davantage une analyse descriptive comparative. Et ici, les auteurs ont par exemple trouvé une différence significative d'extension entre les deux groupes, mais dont l'interprétation va être rendue très difficile par les multiples biais potentiels. Ce qu'il y a de singulier dans cet article, c'est que les auteurs ont multiplié les tableaux d'analyse univariée de l'outcome. Donc il faudra reproduire le même process que pour le tableau 2. Et c'est donc après avoir vu l'ensemble des résultats fournis par les tableaux que vous pourrez reprendre la lecture du paragraphe résultat, pour vérifier s'il y a des résultats dans le paragraphe qui n'auraient pas été rapportés dans les tableaux. Il est rare que les résultats importants ne figurent pas dans les tableaux. Cependant, un travail de vérification peut être nécessaire. Ici, dans l'article de Denise Egendal, on remarque que l'analyse multivariable n'a pas été rapportée ni dans les tableaux, ni dans le paragraphe résultat, alors qu'une analyse multivariable avait été mentionnée dans le chapitre statistique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le plus souvent, la lecture des tableaux suffit. Mais il faut aller chercher l'information utile et interpréter de manière précise chaque tableau. Le premier tableau est un tableau généralement descriptif de la baseline démographique et des données préopératoires. Il va donc falloir chercher des biais liés à la non-comparabilité entre les groupes ou à une comorbidité, une variable qui serait sur- ou sous-représentée dans l'effectif complet par rapport à la population cible. Ensuite, les autres tableaux concernent l'outcome et vous aurez toujours un tableau descriptif comparatif des résultats obtenus entre les deux groupes via une analyse univariée et ensuite un tableau avec les résultats issus de l'analyse multivariée. Les seuls véritables résultats qui doivent être pris en compte et qui doivent faire l'objet d'une discussion sont les résultats issus de l'analyse multivariée. Une fois la partie résultat faite, il reste une dernière partie, la partie discussion, qui débutera classiquement par une réponse aux objectifs qui ont été formulés lors de l'introduction. Et il faudra donc relire la dernière partie de l'introduction pour bien vérifier que les auteurs discutent des résultats en rapport avec l'objectif principal, parce qu'il n'est pas rare que des auteurs qui n'ont rien trouvé de significatif par rapport à l'objectif principal vont alors rapporter et amorcer leur discussion sur des résultats significatifs obtenus dans des analyses en sous-groupes dont la valeur statistique est très faible. Et ensuite, la discussion va développer 3 ou 4 paragraphes qui correspondront chacun à un résultat ou à un topic important de l'étude. Et ces paragraphes sont structurés toujours de la même manière avec l'annonce du topic dans la première phrase, puis ensuite la justification des résultats de l'étude, ainsi que la comparaison de ces résultats avec ceux obtenus dans la littérature, pour discuter de la validité externe des résultats. Chaque paragraphe se termine par une explication et ou une spéculation pour justifier la cohérence ou les différences entre les résultats de l'étude et ceux de la littérature. Et ce schéma, vous le trouverez pour chaque paragraphe de la discussion. Et enfin, vous trouverez en dernier paragraphe la partie limitation. Notez toutefois que certains auteurs les mettent en deuxième paragraphe.
et il doit y figurer toutes les limites de l'étude. À mon sens, c'est la partie la plus importante de la discussion, car elle permet de circonscrire la portée des résultats et ouvre la voie vers d'autres études pour fournir des résultats plus robustes. Et une fois que la discussion est terminée, alors il reste la dernière partie qui est la conclusion. Et de vérifier que les auteurs ont bien pris en compte dans leur conclusion les limites de leur étude. Et ici, on voit bien que les auteurs concluent à une équivalence des traitements, à savoir ostéosynthèse versus traitement orthopédique pour les fractures Mason 2, alors que le manque de puissance de l'étude est absolument considérable et ne permet pas de conclure à une équivalence entre les deux traitements. L'absence de différence significative peut être autant due à un manque de puissance statistique qu'à une équivalence entre les deux traitements. Et bien qu'il s'agisse d'un essai contrôlé randomisé, à mon sens, il n'est pas possible de dire que cette étude démontre une équivalence entre les deux traitements avec un haut niveau de preuve. Et classiquement, les auteurs doivent conclure sur la nécessité de nouvelles études pour fournir des résultats plus robustes compte tenu des limites de l'étude qu'ils ont publiée. Ainsi, on comprend ici qu'il ne faut absolument pas juger un article uniquement sur la base de sa première page et notamment de son abstract. Mais pour autant, on ne peut pas consacrer plusieurs heures par jour à la lecture d'articles. Ainsi, lorsqu'on a une expertise sur le sujet traité et qu'on est habitué à lire des articles quotidiennement, alors il est possible de démarrer directement par les objectifs de l'introduction, puis le paragraphe matériel, qui lui est indispensable, et enfin le paragraphe statistique et les tableaux de résultats pour finir sur la partie limitation et conclusion. Et le tout pour une durée de 15 minutes. Ceci permet une lecture rapide des articles au quotidien publiés dans notre domaine d'ultra-expertise. Cependant, pour les chirurgiens qui sont en cours d'apprentissage, alors une lecture plus détaillée de l'article est nécessaire. En effet, sans expertise, il sera important de vérifier l'équipe qui publie et dans quel journal l'article est publié. Mais sans une connaissance approfondie du sujet, la lecture complète de l'introduction permettra de s'informer sur l'état des connaissances actuelles et puis ensuite la discussion permettra de mieux comprendre, de mieux appréhender la portée des résultats. Et dans ces cas-là, finalement, la durée, elle importe peu. Il s'agira surtout d'emmagasiner de la connaissance sur le sujet et d'améliorer son expérience dans la lecture d'articles. La vitesse de lecture viendra avec l'expérience. Et ainsi, pour conclure, lorsqu'on lit un article, il faut viser l'efficience en allant chercher uniquement les informations utiles grâce à une méthode de lecture reproductible. Et bien que la courbe d'apprentissage puisse être longue, l'analyse fréquente d'articles vous permettra d'avoir des lectures qui soient rapides et efficaces et ainsi faire rentrer la science dans votre quotidien.